subordonnée relative. Mais avant d'attaquer cette notion, c'est-à-dire la notion de la proposition subordonnée relative, il faut avoir une chose, que pour avoir une subordonnée relative ou bien une subordonnée en général, il faut avoir deux éléments, une phrase complexe et un subordonnant. Donc, je répète, on ne peut pas parler en termes de subordonnés en général, de propositions subordonnées, si qu'on a une phrase complexe et un subordonnant. Alors, la question qui se pose maintenant, et en premier lieu, c'est qu'est-ce qu'une phrase simple et qu'est-ce qu'une phrase complexe? Y a-t-il une différence entre une phrase complexe? Simplement, une phrase complexe est une phrase qui contient au minimum deux verbes conjugués. Donc, voyez cette phrase-là. Contient deux verbes conjugués. Le premier, c'est parle et le deuxième verbe conjugué, c'est a lu. Donc, si vous avez une phrase qui contient un seul verbe conjugué, c'est une phrase qui est simple. Si vous avez une phrase qui a deux verbes conjugués au plus dans la même phrase, c'est une phrase complexe. Et à ce moment-là, on peut parler de subordonné. J'ai dit bien qu'on peut parler de subordonné, mais il faut avoir l'autre élément, c'est le subordonnant. Dans notre exemple, nous avons la proposition principale et la proposition subordonnée. Donc, deux propositions dans la même phrase. Pour savoir le nombre de propositions dans une phrase, c'est très simple. Autant des verbes conjugués, autant de propositions. C'est-à-dire, tout simplement, si vous avez deux verbes conjugués dans une phrase, c'est que vous avez deux propositions. Si vous avez trois verbes conjugués, c'est que vous avez trois propositions, etc. D'autant plus, pour différencier la proposition principale de proposition subordonnée relative, c'est très simple. On peut expérimenter la chose suivante. Effacer la proposition subordonnée et la proposition principale a tout son sens, c'est-à-dire la phrase garde son sens. Vous avez le professeur parle des livres est une phrase qui est tout à fait correcte. Néanmoins, on ne peut pas effacer la proposition principale. Voilà pourquoi est appelée principale. Alors, la proposition subordonnée, elle est introduite par un subordonnant et c'est ce qu'on va voir tout de suite. La deuxième question qui se pose maintenant, c'est qu'est-ce qu'un subordonnant? Donc, on a pu découvrir que la phrase complexe, maintenant on passe au subordonnant, qui est un élément essentiel pour avoir un subordonné. Donc, le subordonné normalement est un mot ou une locution. Qu'est-ce qu'on comprend par locution? C'est-à-dire un groupe des mots qui permet d'enchasser une phrase dans une autre. Donc, entendez par enchasser, c'est insérer une phrase dans une autre pour avoir une seule phrase. Et le principe d'enchassement, nous allons le voir dans quelques instants. Donc, dans les prépositions ou bien dans les subordonnés, on peut trouver les conjonctions et on peut trouver les pronoms relatifs. La différence entre les conjonctions et les pronoms relatifs, c'est que les conjonctions, normalement,
ne remplace rien dans la phrase. Elle permet juste d'introduire la subordonnée ou bien la proposition subordonnée. Son rôle, c'est qu'il relie entre deux propositions, principale et subordonnée. Par contre, que le pronom relatif, en plus qu'il introduit la proposition, lui, il remplace un nom dans la phrase et il a une fonction, c'est-à-dire peut-être un sujet, peut-être un complément d'objet direct, un complément d'objet indirect, et etc. Parlons de pronoms relatifs, nous renvoie à l'objectif de notre leçon, c'est la leçon de proposition subordonnée relative. Et la question que vous allez me poser maintenant, c'est que qu'est-ce qu'une subordonnée relative? La subordonnée relative est une expansion du nom. Elle fait partie du groupe nominal. Alors regardez l'exemple, le professeur explique le cours que les élèves doivent réviser. Donc dans cette phrase, nous avons deux éléments essentiels pour avoir une subordonnée relative, ou bien nous avons deux verbes conjugués, explique et doivent. Et nous avons en plus de cela un subordonnant, c'est que. Sauf que, qu'est-ce qu'il fait que ici dans cette phrase? La question que vous allez me poser, comment savoir si c'est une subordonnée relative? Tout simplement, la subordonnée relative, elle est toujours placée après un nom. Et elle est introduite par un pronom relatif. Ce pronom relatif, normalement, qui est que, dans ce cas-là, il remplace normalement un nom qu'on a effacé et qui ressemble au nom qui est en rouge, c'est-à-dire court, dans l'exemple. Dans le premier exemple. Passons au deuxième exemple. Le film dont je t'ai parlé est magnifique. Remarque s'il vous plaît que la proposition subordonnée relative que j'ai soulignée, dont je t'ai parlé, est placée directement après un nom. Alors le nom c'est film, d'accord, et on peut même l'effacer parce que la proposition subordonnée relative, comme toutes les expansions du nom, alors comme l'adjectif qualificatif et le complément du nom, ils sont facultatifs, c'est-à-dire on peut les faire effacer. Et la phrase garde son sens. Alors vous pouvez dire le professeur explique le cours et même vous pouvez dire le film est magnifique. Alors, après avoir découvert la subordonnée relative qui est une expansion du nom, elle fait partie du groupe nominal et elle est introduite par un pronom relatif. Elle est placée directement et toujours après un nom. S'il n'est pas placé après un nom, c'est que vous avez commis une erreur et que ce n'est pas une subordonnée relative. Maintenant, la question qu'on pose, c'est comment former une subordonnée relative. Et là, je veux faire rappeler à un principe que j'ai déjà évoqué, c'est le principe d'enchâssement. Alors, je vais vous expliquer le principe d'enchâssement, c'est-à-dire c'est que nous permet d'avoir une subordonnée relative ou bien une proposition subordonnée relative. Donc, en premier lieu, nous avons deux phrases. Il faut avoir deux phrases au minimum pour avoir enchâssé l'une dans l'autre. Donc, nous avons la phrase « Cet enfant raconte des histoires ». Alors, ces histoires amusent les invités. Alors, j'ai souligné deux noms
qui se répètent dans les deux phrases. Et d'ailleurs, le principe d'enchâssement, en insérant les deux phrases dans la première, que nous allons éviter cette répétition, qui est normalement défavorable à la langue. Alors donc, ce que je vous conseille de faire d'ailleurs, de suivre ma méthode. Elle est toute simple. C'est vous avez deux phrases, allez chercher les noms qui se répètent. Je répète, bien souligner les noms qui se répètent, comme on a dans notre exemple. J'ai souligné histoire, ou bien regardez, des histoires et ces histoires. Vous pouvez même souligner le nom avec son déterminant, car le déterminant accompagne toujours le nom. Donc, on peut souligner des histoires et ces histoires, c'est la même chose. Alors, deuxièmement, après avoir souligné les deux noms qui se répètent, ou bien les deux groupes nominaux qui se répètent, sous le GN ou bien le groupe nominal que vous avez souligné, s'il vous plaît, mettez l'antécédent et je vous expliquer pourquoi. Et sous le deuxième, sous le deuxième nom que vous avez souligné, il faut déterminer la fonction de ce nom dans la deuxième phrase, c'est-à-dire est-ce que c'est un sujet, est-ce que c'est un complément d'objet direct, un complément d'objet indirect, un circonstanciel de lieu, etc. Et il faut obligatoirement, pour ne pas vous tromper, mettre la fonction de deuxième mot ou bien de deuxième nom et mettre l'antécédent dans le premier nom. Alors, comment je vais enchasser la deuxième phrase dans la première? Donc, j'écris cet enfant raconte des histoires. Ces histoires amusent les invités. Donc, ces histoires, c'est le sujet du verbe amuse. Qui est-ce qui amuse les invités? Ce sont les histoires. Donc, c'est un groupe nominal sujet. Ce sujet, je veux le remplacer par le pronom relatif, qui vous devez avoir que chaque pronom relatif a une fonction et que je ne peux pas les mélanger ou bien les employer à tour et à travers. Donc, c'est le deuxième nom que j'ai souligné est un sujet. Donc, je dois le remplacer par le pronom relatif qui. Regardez maintenant la deuxième phrase, c'est-à-dire après éviter la répétition, comment est devenue ma phrase. J'ai écrit la première phrase et je m'arrête devant l'antécédent car c'est devant cet antécédent que je dois mettre le pronom relatif plus la subordonnée relative, c'est-à-dire toute la subordonnée relative doit être employée directement après l'antécédent. Alors voilà pourquoi est appelée subordonnée relative. Prenons le deuxième exemple. Le professeur explique la leçon. Les élèves doivent réviser la leçon. Alors, comme je vous ai montré avant, alors vous devez souligner le mot qui se répète dans les deux phrases. Alors, regardez là, vous avez la leçon et la leçon. Le premier nom, c'est, on écrit au-dessus antécédent et on va partir à la deuxième phrase. Alors, on souligne le deuxième nom et on va voir ça, ou bien on va découvrir sa nature grammaticale. Alors, vous avez révisé quoi? Réviser la leçon. La leçon, ici, c'est un complément d'objet direct. Alors, pour qu'il doit être remplacé par un pronom relatif, alors le pronom relatif convenable ici, dans cette situation, c'est que. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Comme je vous ai déjà expliqué, la première
proposition principale reste la même, c'est-à-dire le professeur explique la leçon. Alors, je m'arrête dans la leçon qui est l'antécédent et là qu'il doit apparaître notre pronom relatif. Et on a dit, on doit être remplacé par que. Alors, que, et on écrit la phrase « Les élèves doivent réviser ». Alors, attention, et là s'arrête ma phrase, c'est-à-dire je ne dois pas encore écrire la leçon, d'accord? Parce que la leçon a été, c'est-à-dire remplacée par le pronom que. C'est clair? Alors, ici, le professeur explique la leçon que les élèves doivent réviser. Alors, au troisième exemple, il faut surveiller cette chambre. Les petits dorment dans cette chambre. Comme je vous ai montré, cherchez le nom qui se répète. On a dans cette phrase ou bien dans les deux phrases, on a le mot cette chambre qui se répète. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Dans la première phrase qui est « Il faut surveiller cette chambre », on souligne cette chambre. Et le premier nom, on l'appelle l'antécédent. Alors, on va partir à la deuxième, c'est cette chambre, c'est quoi? Alors, les petits dorment, c'est-à-dire où? Alors, ils dorment dans cette chambre. Ici, cette chambre, c'est un circonstanciel de lieu. Alors, il doit être remplacé par où? Il faut surveiller cette chambre. Je m'arrête et je dois remplacer le mot cette chambre par où? Où dorment les petits? Et de là, on arrive à je retiens. Alors, le pronom relatif remplace un nom. Alors, comme par exemple professeur, robe, village, alors n'importe quel nom. Alors, j'ai écrit seulement des exemples ici et on appelle ce nom l'antécédent. Alors, le pronom relatif, comme les autres pronoms, a une fonction. Alors, qui joue le rôle du sujet et que, alors c'est un complément d'objet direct. Il remplace les compléments d'objet direct. Ou c'est un circonstanciel de lieu. Alors, le pronom relatif introduit une proposition qui précise ou complète un groupe nominal. Et voilà, on est arrivé à la fin de notre leçon. Alors, bon apprentissage et n'oubliez pas de nous encourager pour que on vous donnerait de plus et plus. Et au revoir.